Vladimir Ilitch Lénine, un nom et un visage d'homme qui, même des décennies après sa mort, était presque omniprésent dans tous les pays du bloc socialiste. C'est ainsi que 3 générations de personnes dans notre pays le connaissaient intimement, et même 5 en Union soviétique. Sur cette photo, vous ne le reconnaîtriez probablement pas. Et pourtant, c'est probablement ainsi qu'il ressemblait au début de ce qui était peut-être le jour le plus important de sa vie. Le 7 novembre 1917, à un moment donné, les communistes sous sa direction ont renversé le gouvernement russe et ont entamé plus de 70 ans de dictature dans le plus grand pays du monde. Dans les jours précédant la révolution, Lénine se cachait sur ordre du comité central de son parti bolchevique. D'une part, il y avait la peur qu'il soit arrêté, et d'autre part, les autres dirigeants du parti ne désiraient pas vraiment sa compagnie. C'était à cause de son caractère colérique et intolérant. Dans la nuit du 7 novembre, cependant, l'impatience et la colère de Lénine face à l'inaction ont atteint leur paroxysme. Sans l'autorisation des autres, accompagné seulement d'un garde du corps, il monte déguisé dans un tramway et se rend à pied au quartier général de son état-major à Smolny. Il arrive peu avant minuit et commence immédiatement à planifier les actions pour le lendemain, le jour où la carte politique du monde entier est sur le point de changer radicalement. Lénine était son pseudonyme et il n'a jamais révélé pourquoi il l'avait choisi. Son nom de naissance était Oulianov et son arbre généalogique représentait un véritable mélange varié. On y trouverait des gènes russes, tchouvaches et juifs, mais aussi allemands, suédois et mongols. Les événements clés de l'adolescence de Vladimir se sont déroulés entre ses 15 et 17 ans. D'abord, son père est mort soudainement d'une hémorragie cérébrale. Le directeur respecté du lycée, dont les opinions démocratiques ont eu une influence significative sur ses 6 enfants qui ont atteint l'âge adulte. En 1887, le frère aîné de Lénine, Alexandre, que Vladimir admirait beaucoup, a été exécuté pour avoir préparé un attentat contre le tsar. C'est à cette époque que les opinions de ce jeune homme intelligent, qui avait terminé le lycée avec une médaille d'or pour ses résultats exceptionnels et poursuivait ses études à la faculté de droit de l'université de Kazan, se sont radicalisées. Ici, il faut faire un petit détour et se rappeler ce qu'était la Russie à cette époque. Contrairement à l'Europe occidentale, qui se modernisait, limitait le pouvoir de ses monarques et apportait les premiers fruits de la démocratie, ici régnait un véritable Moyen-Âge. En haut, le tsar tout-puissant, la noblesse riche, les propriétaires terriens et la bourgeoisie qui s'enrichit rapidement, et en bas, des millions de paysans sans terre à la campagne et une armée de travailleurs urbains, souvent dans des conditions de travail inhumaines. Pas étonnant que les idées de Marx sur la lutte des classes, la révolution et le gouvernement ultérieur de ceux qui souffrent le plus aient trouvé de nombreux adeptes ici. Lénine les a découverts à la fin des années 1880. Au cours des années 90, il se rapproche des cercles révolutionnaires russes et attire l'attention de la police tsariste. Il doit quitter l'école et pour la première fois, on lui impose un lieu de résidence. Plus tard, il voyage à l'étranger, rencontre des marxistes dans les pays occidentaux et imprime des journaux clandestins. Pour cela, il est arrêté, emprisonné et en 1897, il est envoyé en exil pour 3 ans en Sibérie, à environ 600 km de la frontière mongole. Après 1 an, les autorités permettent à sa compagne des cercles révolutionnaires, Nadejda Krupska, alors âgée de 29 ans, qui avait été arrêtée avec lui, de le rejoindre. La condition est qu'il se marie. Cela se passe en juillet 1898 et Krupska restera à ses côtés jusqu'à sa mort. Comme une partenaire tolérante, qui sera même prête à accepter à un moment donné un modèle de mariage à 3 avec la maîtresse de Lénine, Inessa Armand. En même temps, elle sera sa secrétaire personnelle et, à la fin de sa vie, aussi son infirmière. Lénine revient de l'exil en 1900 et passe pratiquement tout son temps jusqu'en 1917 en émigration. En 1903, lors du congrès de Bruxelles, il divise le Parti social-démocrate en créant la faction des bolcheviks, l'aile intransigeante prônant la lutte des classes par tous les moyens disponibles. C'est justement à partir de là qu'après la Révolution naîtra le tout-puissant Parti communiste. 2 ans plus tard, en 1905,
Après de grandes manifestations où les soldats et policiers du tsar tuent des centaines de personnes à Saint-Pétersbourg, survient la première révolution russe. Car Nicolas II doit renoncer à son pouvoir illimité et instaurer des libertés civiles inédites en Russie. La plupart des gens sont satisfaits, mais pas Lénine. Sa révolution est tout autre que de ce qu'il avait rêvé. La situation en Russie se stabilise dans les années suivantes, mais ensuite arrive l'année 1914 et la Première Guerre mondiale. Cela frappe la Russie pauvre et arriérée encore plus durement que les autres pays. 2 millions de morts au front, la misère et la faim dans les villes russes. À Saint-Pétersbourg, on attend jusqu'à 40 heures devant les magasins d'alimentation. Les socialistes ont soudain un argument auquel même ceux qui ne leur prêteraient normalement pas attention sont sensibles. On va mettre fin à la guerre. Tout commence discrètement. En février 1917, des troubles spontanés renversent le tsar et installent un gouvernement provisoire à la tête du pays. Pratiquement tous les révolutionnaires, y compris Lénine, sont alors en exil et lisent avec incrédulité les nouvelles de Russie. Tout ça s'est passé sans nous. Et donc, en avril 1917, Lénine est de retour à Saint-Pétersbourg. Et tout se rapproche rapidement de l'affrontement décisif qui aura lieu le 7 novembre. Les bolcheviks de Lénine commencent progressivement à prendre le contrôle de tous les lieux clés de la capitale, Saint-Pétersbourg. Ça se passe sans accroc, le gouvernement a un soutien minime. L'attaque principale contre le siège du gouvernement, le palais d'hiver, ne commence que la nuit. C'est ainsi que le réalisateur soviétique Sergei Eisenstein l'a dépeint héroïquement dans son film de 1928. En réalité, c'était beaucoup moins épique. La plupart des défenseurs du palais d'hiver se sont rendus sans combattre. Il n'y a eu aucune victime de leur côté. Du côté des révolutionnaires, 6. Beaucoup de gens en ville n'ont même pas remarqué qu'un coup d'État avait eu lieu. Ils étaient habitués aux coups de feu. Certains se promenaient en ville, d'autres passaient la soirée au théâtre. Ailleurs, les choses ne se passent pas aussi bien. Moscou, des combats acharnés et environ 5000 morts. La Sibérie, des protestations et des troubles. Plusieurs régions avec des minorités nationales déclarent leur autonomie ou se séparent carrément de la Russie. Mais cela ne change rien au fait que les bolcheviks ont pris le pouvoir dans le plus grand pays du monde. Lénine devient président du Conseil des commissaires du peuple, c'est-à-dire de facto le chef du gouvernement, et ses décrets changent fondamentalement la vie dans le pays. Les plus connus sont le décret sur la paix, mettant fin à la guerre, et le décret sur la terre, qui redistribue les terres de la noblesse, de l'Église et des propriétaires terriens aux paysans pauvres. Mais d'autres mesures suivent également. Tout d'abord, la dissolution du Parlement légalement élu, où les bolcheviks n'avaient qu'à peine un quart des sièges. Ainsi, en Russie se forme définitivement un gouvernement à parti unique, avec l'introduction de la censure, la répression des opposants politiques, leur condamnation par des tribunaux révolutionnaires et la création de la brutalité de la police secrète, alors appelée la Commission extraordinaire de lutte contre la contre-révolution. Et en juillet 1918, l'exécution du tsar, de sa femme, de leurs 5 enfants et de leurs domestiques, sans jugement dans une petite pièce au sous-sol d'une maison à Yekaterinbourg. Tout cela suscite de la résistance. En août 1918, une tentative d'assassinat est perpétrée contre Lénine. Fanny Kaplan, une socialiste de 28 ans du parti rival, le touche à l'épaule, à la clavicule et au cou avec ses tirs. Elle est arrêtée et exécutée. Lénine survit. Mais cela lui donne un prétexte pour déclencher ce qu'on appelle aujourd'hui la terreur rouge. Les opposants aux bolcheviks sont soudainement arrêtés et exécutés non pas individuellement, mais par milliers. La transformation de Vladimir Lénine, de théoricien de la révolution socialiste à leader responsable de millions de vies humaines perdues, est achevée.